qu'ont voulu faire les partenaires sociaux à travers le concept de qualité de vie au travail, c'est justement reparler des fondamentaux du travail, reparler du travail. On était, si je reviens quelques années en arrière, il y avait beaucoup de questions autour de ce qui se disait sur les RPS, sur la démotivation, sur le perte de sens, qui est lié à la fois à la situation économique, mais qui est lié aussi à l'évolution du travail, plus globalement. On parlera du numérique après, mais à toutes ces questions-là. Et le bonheur au travail, c'est nouveau, donc, comme notion. Et pour nous, c'est pour ça que moi j'insiste sur qualité de vie au travail. On ne parle jamais bonheur parce qu'on a toujours peur que derrière le mot bonheur, on soit sur les artifices autour du travail et qu'on ne soit pas sur le cœur qui est véritablement le travail. Le bonheur au travail, c'est de la com, en fait. Ça peut être de la com. Ça peut être de la com. C'est pour ça. Et puis le bonheur, c'est individuel. La question du travail, c'est aussi une dimension collective. Et que derrière qualité de vie au travail, il y a à la fois le dialogue social, il y a à la fois la place de l'entreprise, il y a à la fois les salariés. Voilà, ça nous paraît une notion. Et puis ça repose sur deux choses, c'est d'être à la fois de partir d'un diagnostic, et c'est difficile de diagnostiquer le bonheur, mais aussi de se donner les outils de mesurer ce que produit la qualité de vie au travail, et c'est là aussi difficile de mesurer le bonheur. Alors justement, en période de crise économique et de tension, et celle qu'on vit aujourd'hui, c'est justement par l'attention à l'autre, par un climat de bienveillance qu'on peut provoquer du bonheur au travail. Finalement, le bonheur au travail, c'est quoi? Chacun a sa propre définition. L'important, c'est de se sentir respecté. L'important, c'est d'être reconnu dans ses différences. Et reconnaître l'autre de son altérité, dans sa différence, c'est le début, effectivement, d'une belle intégration. Et Hélène le confirmera bien, mais il ne peut pas y avoir une performance économique s'il n'y a pas de performance sociétale. Il n'y a pas de performance, à un moment donné, on n'accepte pas de se dire qu'on recrute des personnes différentes, dont les différences seront visibles, contraignantes ou pas contraignantes, mais que du coup, cette espèce de pari du vivre ensemble doit se faire avec justement des personnalités qui sont différentes. Et ça implique de la pédagogie, de la sensibilité, de la formation. Et chez FAS, on a bien sûr des grandes entreprises du CAC 40, mais aussi un paquet de PME qui sont présentes sur tout le territoire. Et c'est un vrai défi RH. Défi RH pour des responsables RH, mais défi RH pour des patrons de PME aussi, de se dire comment je fais en l'occurrence pour des personnes qu'on est ici avec l'APF, donc c'est le sujet principal qui nous occupe, la question effectivement de l'accès à l'emploi, du maintien dans l'emploi, de revenir, on écoutait tout à l'heure, il est resté enfermé 9 ans chez lui. Est-ce que ce n'est pas un immense gâchis? Est-ce qu'aujourd'hui on n'est pas en train de se dire qu'il y a une grande partie de personnes qui, pour un certain nombre de raisons, se retrouvent privées d'emploi? Handicap qui peut venir d'un handicap physique, qui peut venir d'une suite évidemment d'une longue maladie pour lesquelles il y a une reconstruction qui prend du temps, cancer et autres, etc. À un moment donné, est-ce qu'il n'y a pas un vrai gâchis économique à laisser ces personnes vivre? Est-ce qu'on peut s'appeler vivre effectivement enfermées chez elles, en touchant un bout d'indemnité, alors qu'elles pourraient effectivement travailler? Ce qui fait dormir comme un bébé un chef d'entreprise, de PME, et je parle pour moi-même, c'est quand il y a une bonne ambiance dans la boîte, quand vous avez un carnet de commandes bien rempli et la trésorerie dans le positif. Voilà. Et généralement, tout est lié. Donc, si vous voulez avoir une bonne ambiance dans la boîte, c'est tout simplement parce que vous allez avoir des collaborateurs motivés. Voilà. Et il ne faut pas se mentir. C'est-à-dire qu'effectivement, parler du bonheur au travail, vous savez, le milieu du travail est un milieu contraint, comme l'environnement de l'entreprise. Nous évoluons dans un milieu souvent avec une concurrence extrêmement féroce. C'est dur parfois de joindre les deux bouts. Il y a énormément d'obligations qui échouent sur les épaules du chef d'entreprise, qu'il rebascule en interne dans l'entreprise, parce qu'il faut bien que les choses avancent dans tous les sens. Et puis, malgré ça, eh bien, comment faire de ce temps contraint le fait que finalement chacun s'y retrouve? Je trouve particulièrement dans notre pays que nous avons une façon schizophrène de parler de cette valeur positive qui est la valeur travail. Voilà. Comment voulez-vous donner envie à un jeune de ce pays de rentrer dans la vie active quand nous entendons parler du travail comme nous en parlons? Oui, enfin, je crois que ce qui est absolument primordial dans ce sujet du bonheur au travail, c'est que ça correspond à une attente extrêmement forte qui est celle du sens, de la quête de sens et de la volonté de tout un chacun de se sentir utile. Et la plus belle récompense que j'ai eue dans ce métier, elle est complètement liée au thème que vous avez mis à l'honneur. Elle vient de l'expression qui a été formulée par des conducteurs de bennes dans mon métier, qui avaient en charge de récupérer les déchets du Bourget au moment de la COP21 pour les valoriser. Donc ils venaient les chercher, ils les emmenaient dans les centres de valorisation. Et pour faire cela, on avait fait beaucoup de pédagogie sur qu'est-ce que c'est que la COP, à quoi ça sert, etc. Et ces messieurs sont venus me voir et m'ont dit on est heureux parce qu'on a compris à quoi servait notre job.
Voilà, on a compris que la valorisation des déchets, ça réduisait des émissions de gaz à effet de serre. Et ça, je trouve ça magnifique que de mettre en scène, au fond, le sens dans l'entreprise. Alors, en effet, il y a énormément de publics qui sont aujourd'hui exclus par le marché de l'emploi. On l'a dit, il y a les personnes en situation de chômage de longue durée, il y a également les personnes en situation de handicap, les personnes en situation de pauvreté et même de vulnérabilité au sens large. Ce qu'on appelle les ressources délaissées. Alors voilà, justement, ce sont toutes les catégories que dans ma thèse, je place sous le terme ressources délaissées par le marché de l'emploi. Donc ce sont les ressources humaines qui sont quelque part rejetées, négligées, gâchées par la majorité des acteurs du marché de l'emploi. Alors, ces ressources délaissées, elles travaillent dans des entreprises inclusives. Ces entreprises inclusives, c'est quoi exactement? Est-ce que c'est comme une entreprise sociale et solidaire qui ne reverse pas ses dividendes aux actionnaires? Alors, une entreprise inclusive, à mon sens, pour moi, est une entreprise qui compte dans ses effectifs plus de 50% justement de personnes en situation d'exclusion sociale, donc des ressources humaines délaissées par le marché de l'emploi. Donc, on peut observer qu'il y a des entreprises qui font le choix justement de les inclure délibérément, comme le groupe APF Entreprises par exemple, qui compte plus de 80% de ces 3900 travailleurs qui sont en situation de handicap. Et par contre, il y a une petite distinction. Donc, APF Entreprises est un groupe d'entreprises sociales, tout comme le deuxième cas de ma thèse, le groupe Vitamine T. Mais il y a aussi d'autres entreprises qui sont classiques, donc qui versent des dividendes à leurs actionnaires et qui sont pourtant inclusives, c'est-à-dire qui ont également 50% de personnes en situation de handicap, comme par exemple le groupe Ethic Investment.